Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux présente le projet de loi numéro 73. C'était une promesse de la CAQ. Les couples hétérosexuels, ceux composés de 2 femmes et les femmes seules auront droit à un cycle complet de fécondation in vitro remboursé par l'État. Il y a une folle indécence dans ce qui se prépare à l'Assemblée nationale. En pleine crise sanitaire, sociale et économique, le gouvernement n'a rien trouvé de plus urgent et prioritaire que de programmer le débat bioéthique à partir du 27 juillet. On se moque des Français. Beaucoup ignorent que les ministres obsédés par le remaniement ont déserté le travail en commission, laissant le projet de loi glisser lamentablement vers une emprise croissante de la technique sur le corps des femmes, avec des bricolages procréatifs de plus en plus ahurissants, le détournement de la médecine pour des motifs individualistes qui n'ont rien à voir avec des besoins médicaux. Plus de sélection des êtres humains au prix de l'exclusion accrue de ceux qui sont porteurs d'un handicap. La fabrication d'embryons chimères mélangeant des cellules humaines et animales et d'embryons transgéniques. Voilà, le gouvernement a annoncé que le projet de loi sur la révision de la loi bioéthique sera adopté en Conseil des ministres le 26 juillet prochain, au cœur de l'été. On voit que l'une des mesures qui suscite un fort lobbying, évidemment, c'est la procréation médicalement assistée. Autorisée, en tout cas, le projet de loi comporte cette mesure à toutes les femmes, donc les femmes célibataires, mais aussi les couples de même sexe. Mais effectivement, c'est sur ce sujet que se focalisent les énergies. D'une certaine manière, c'est très important parce qu'effectivement, il s'agit d'un vrai basculement. Aujourd'hui, il n'y a que 5% des enfants nés de procréation médicalement assistée qui naissent d'un donneur. À partir du moment où on l'ouvre à des femmes seules ou à des femmes vivant ensemble qui n'ont pas de problème d'infertilité, on casse tout ce qu'on avait construit avec les lois bioéthiques précédentes comme régulation, à minima, de cette procréation artificielle. Désormais, ça ne concerne que peu de personnes. Ça concerne très peu de personnes au départ, mais n'importe qui pourra le demander désormais. Une jeune femme pourra le demander simplement parce qu'elle ne voudra pas vivre avec un homme au tout début de sa vie féconde, une femme peut-être plus âgée. On laissera sans doute par décret des pressions quant à l'âge, mais c'est tout le système de procréation qui passe de la lutte contre une infertilité qu'on palliait par ces systèmes, de manière pas toujours satisfaisante à nos yeux sur le plan éthique, mais au moins c'était régulé, à une totale dérégulation. Et au fond, à un marché de la procréation étatisé, avec les gamètes, qui feront l'objet de banques étatiques, avec des normes techniques et la prise en main finalement par l'État pour un système de technostructure sur le corps des femmes et sur la procréation. C'est un changement absolument radical. Quand des ministres ou des secrétaires d'État du gouvernement disent qu'ils ne seraient pas opposés à une GPA éthique, qu'est-ce que cela signifie pour vous? On cherche à vendre par petites pièces successives appartements. C'est tout un immeuble. C'est tout un immeuble qui est dans la dérégulation absolue de la procréation et sa technicisation. Et la gestation par autrui est la conséquence inéluctable de cette procréation médicalement assistée dont on nous disait il y a 5 ans qu'elle n'adviendrait pas. Quand elle a fait voter le Pacs, Elisabeth Guigou a proclamé haut et fort le mariage homosexuel, jamais. Quand il a imposé le mariage dit pour tous, François Hollande a juré sur la main sur le cœur, la PMA, jamais. Quand il a promis pendant sa campagne la PMA pour toutes, Emmanuel Macron a répété la GPA, jamais. On connaît donc la suite de l'histoire. Et les gouvernements successifs font des promesses de digues qui ne tiennent pas avec le suivant ou qui ne tiendront même peut-être pas avec l'actuel. Donc il faut effectivement voir les conséquences. Mais par exemple, il n'y a plus une interdiction explicite d'embryons chimères homme-animal dans leur fabrication. Il n'y a plus d'interdiction pour des embryons génétiquement modifiés qu'on dit qu'on ne fera pas naître, même si en Chine encore vient de naître un nouvel enfant génétiquement modifié. Juste après avoir injecté le sperme du mari dans l'ovule, nous avons aussi injecté un peu de protéines et des instructions pour une chirurgie génétique afin de bloquer le point d'entrée par lequel le VIH infecte les gens. Ce point d'entrée, le gène CCR5, modifié via la technique des ciseaux génétiques, qui enlève et remplace les parties indésirables du génome et crée dans ce cas précis des bébés résistants au HIV. Oui, en particulier, nous voulons attirer l'attention sur cette tentation
de tomber un peu dans la fascination de la technique. Vous voyez, d'être dans une attitude où on se dit, bon, nous ne pouvons pas avoir d'enfants, mais la science, avec la science c'est possible, donc tout va bien. Et on risque du coup d'oublier que la technique, elle engage plus qu'elle-même, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au fond, manipuler la procréation, c'est quand même manipuler une personne humaine au fondement de son existence. Ce que la médecine permet, est-ce que tout ce que l'on permet, on doit le faire? C'est des questions où à la fois la science et l'éthique sont amenées à se confronter. Toutes les personnes aussi, je pense, sont intéressées par ce texte sur la procréation, des personnes qui souffrent d'infertilité et ne comprennent pas cette forme d'injustice à la nature et qui en souffrent et qui parfois sont dans la demande très forte de pouvoir réaliser leur droit à l'enfant qu'elles pensent devoir avoir. C'est aussi, je dirais, de créer un climat de fraternité dans la reconnaissance de la dignité de chaque personne, malgré ses handicaps, ou plutôt à cause même de ses handicaps. Une nécessaire fraternité entre tous pour pouvoir faire que notre monde ne soit pas soumis aux injonctions de la science, une science qui voudrait manipuler, fabriquer, instrumentaliser le vivant et le corps en particulier. Le chrétien sait qu'il va faire des choix dans sa vie qui seront signes de contradiction dans le monde. Et donc être chrétien, c'est savoir qu'il y a des choix qu'on va faire qui ne seront pas nécessairement compris, qui ne feront pas l'unanimité autour du soi. Donc vous n'êtes pas du monde, mais en même temps vous êtes dans le monde. C'est-à-dire que le chrétien n'est pas quelqu'un qui va s'échapper ou vouloir se retrouver uniquement dans un milieu clos, confiné entre personnes qui pensent simplement exactement la même chose. Le chrétien est dans le monde, mais pour être dans le monde, signe d'une manière de vivre à la suite du Christ qui tranche, vous voyez, sur bien des sujets avec le cours habituel du monde. Mais sans être dans un esprit de jugement en disant nous on est les bons, nous on est supérieurs aux autres et le monde est mauvais, puis nous on va se retrouver dans un petit groupe de gens les purs, voilà. Alors pour les trois. Vous trouvez pas ça illogique que des couples doivent s'endetter pour les années à venir pour espérer avoir un enfant? Bien, il y a une façon ici de déterminer les priorités. Qu'est-ce qu'on doit traiter avec le système de santé? Est-ce qu'on doit traiter des pathologies ou répondre au désir de tout le monde d'avoir une vie meilleure? Et c'est un peu de ça dont on parle. Et c'est très désirable d'avoir des enfants et chacun le souhaite, mais ça ne fait pas partie des droits fondamentaux des individus. C'est un tableau apocalyptique que l'Église catholique dresse de la PMA. Pour les intervenants, la procréation médicalement assistée est une fabrication d'EGM, enfants génétiquement modifiés, où l'homme est un fournisseur et la femme une usine. Pour nous, la FIV, c'était exclu. Pourquoi exclu? Parce que cet embryon, il est créé dans une éprouvette, mais on en crée plusieurs, et on les trie. On leur donne des noms A, B, C, D. Les C, les D, on les détruit. Les A et les B, on décide ou pas de les implanter. Et quand il y en a en surnombre, on les congèle ou pas selon les désirs des parents. Et je pense à une femme qui un jour nous a dit, après 1 an d'essai de fécondation in vitro, d'insémination, elle a dit « stop ». Je ne faisais que l'amour avec mon mari que dans le but d'avoir un enfant et après je le rejetais. Et quand elle s'est aperçue de ça, elle a dit « mon couple sera la priorité ». Non, il y a des disparités. C'est-à-dire que, je vais vous donner une vraie disparité. Si vous interrogez la haute hiérarchie catholique actuellement, elle est contre l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. C'est clair. Mais quand vous l'interrogez plus précisément, comme nous le faisons au niveau du CCNE, eh bien, la haute hiérarchie catholique est contre la PMA en général. C'est-à-dire la PMA comme technique de réponse à l'infertilité d'un couple hétéro standard, à peu près 60 000 PMA par an en France. La haute hiérarchie catholique dit nous sommes contre cette technique de la PMA parce qu'elle ne correspond pas à l'ensemble d'une vision, en tout cas, qui existe au niveau de la hiérarchie catholique. C'est le cas exactement sur le même sujet de la vision musulmane.
Et ce n'est pas le cas. Précisez-la quand même, reprécisez-la. Eh bien, la vision musulmane a une position qui est... La religion musulmane, en tout cas, vous savez, c'est plus compliqué parce que les représentants, il y a moins ce phénomène hiérarchique, hein, mais ont le même type de position globalement que la hiérarchie catholique. C'est-à-dire, ils sont contre l'utilisation de la procréation médicale assistée en général, et pas seulement sur les couples de femmes seules ou les couples ou les femmes seules. Et les juifs? Et les juifs sont pour l'utilisation de la PMA quand il s'agit d'un acte médical qui rend et qui apporte quelque chose pour finalement apporter une réponse à des couples stériles, et plus en retrait pour l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes quand il y a uniquement une vision sociétale.